53, selon le magazine Forbes, c'est le nombre de milliardaires en France en 2024. Un cercle ultra fermé de personnes dans lequel figurent des noms que vous connaissez tous. Xavier Niel, le fondateur de Free, Françoise Bettencourt, héritière de L'Oréal, ou bien entendu Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde et PDG de LVMH. Mais parmi cette liste extrêmement mince de milliardaires français, il y a un nom qui fait tout le temps réagir, celui de Vincent Bolloré. Ce milliardaire français, notamment connu pour être à la tête d'un groupe médiatique gigantesque, est en effet souvent pointé du doigt et accusé de toutes les choses possibles et inimaginables. Vincent Bolloré, c'est le milliardaire qui cristallise l'opinion publique et qui ne laisse personne indifférent. Véritable empereur médiatique, il possède des yeux et des oreilles absolument partout et est souvent décrit comme le milliardaire le plus influent de France. Pourtant, Vincent Bolloré n'est pas le milliardaire le plus riche de l'Hexagone, c'est pas non plus le plus apprécié et encore moins le plus accessible. Alors, comment a-t-il fait? Comment Vincent Bolloré est-il devenu le milliardaire le plus influent de France? Pourquoi est-il autant critiqué? Est-ce réellement justifié? Et bien pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé de me plonger dans la vie de Vincent Bolloré, de décortiquer son existence pour comprendre pourquoi c'était lui le milliardaire le plus influent de France. J'ai découvert les secrets de Vincent Bolloré et le chemin qu'il avait suivi pour arriver au sommet. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir ce fameux chemin découpé en 4 étapes clés qui ont fait le succès de Vincent Bolloré. Vous êtes prêts? Alors accrochez-vous bien, car aujourd'hui je vous explique comment devenir le milliardaire le plus influent de France. Bon, peut-être que quand vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est car vous aussi, vous voulez devenir le milliardaire le plus influent de France. C'est un bel objectif, honnêtement, félicitations, mais je crains malheureusement que vous soyez bloqué à l'étape 1. La première et probablement la plus importante, être né au bon endroit. Car oui, c'est logique, mais si vous naissez dans une grande famille aisée et puissante, cela vous donnera les armes nécessaires pour pouvoir par la suite vous bâtir un empire. Et c'est d'ailleurs grâce à sa famille que Vincent Bolloré est rentré dans le monde des affaires. En effet, bien avant la naissance de Vincent, la famille Bolloré était déjà riche et puissante. Originaire de Bretagne, c'est en 1822 que commence réellement son histoire. C'est cette année-là qu'un dénommé Nicolas Lemarié va fonder une papeterie au bord du fleuve de l'Odette. Rapidement, l'entreprise prospère et en 1861, après un grave accident qui va l'affecter physiquement et intellectuellement, Nicolas Lemarié est obligé de céder la direction de ses papeteries à son neveu, Jean-René Bolloré. L'entreprise va faire son bout de chemin jusqu'en 1918 quand René-Joseph Bolloré, petit-fils de Jean-René et nouveau directeur, a une idée de génie. Diversifier les activités de l'entreprise en lançant une marque de papier à rouler qui va devenir une référence dans le monde. Et cette marque, vous la connaissez tous, vous l'avez déjà probablement utilisée au moins une fois car il s'agit d'OCB. Oui, cette marque présente aujourd'hui à l'international a été créée par René-Joseph Bolloré et les initiales d'OCB veulent d'ailleurs dire Odette Cascadec Bolloré. Et ça, je pense déjà que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant. Et c'est avec le lancement d'OCB que le groupe Bolloré change réellement de dimension et devient alors l'un des leaders de la papeterie en France. La famille Bolloré elle-même voit son style de vie radicalement changer. René-Joseph Bolloré achète notamment un manoir, un yacht de 32 mètres et même une île privée. Oui, rien que ça. Après sa mort, c'est ses 3 fils qui reprendront l'affaire familiale, René Guillaume, Gwenaël et bien entendu Michel Bolloré, le père de Vincent Bolloré. Oui, enfin, on y arrive. Et donc quand Vincent Bolloré naît le 1er avril 1952 à Boulogne-Billancourt, c'est plutôt dans un contexte familial assez prometteur. Sa famille possède l'un des plus importants groupes de papeterie en France et est en train de devenir le leader mondial du papier à rouler. Or c'est pas tout, car si on parle souvent du côté paternel de Vincent Bolloré, on omet trop souvent de parler de sa famille maternelle. Or de ce côté-là, il a également été bien garni. En effet, la mère de Vincent Bolloré, Monique Follo, était une descendante de la dynastie des Goldenschmidt. Alors je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de la famille Goldenschmidt, sinon on en aurait pour 3 heures, mais sachez que c'est une famille de banquiers allemands très puissants, notamment liée à la famille Rothschild. Donc tout ça pour vous montrer que Vincent Bolloré est ce qu'on peut dire né au bon endroit, que ce soit du côté paternel ou maternel, il dispose d'un cadre familial idéal. Vincent Bolloré vit donc une enfance très agréable, il étudie dans le très chic 16e arrondissement de Paris et passe ses vacances entre la Bretagne et Saint-Tropez où la famille possède un yacht. Et ce cadre très favorable pose la première pierre de l'ascension de Vincent Bolloré. Très jeune, il découvre les arcanes du pouvoir et comprend comment marche réellement le monde. Son père est très ami avec des personnalités puissantes, notamment le président Georges Pompidou, et tout ça va fortement aider Vincent Bolloré. Il baigne dans un milieu où se mélangent argent, pouvoir et influence, et tout ça va forger l'identité de ce jeune homme ambitieux. Il ne grandit pas comme les autres, et d'ailleurs après son bac, au lieu de suivre un parcours classique, il décide d'entreprendre des études de droit à l'université de Nanterre via des cours du soir, afin de pouvoir travailler la journée. Car oui, grâce à l'expérience familiale, Bolloré avait compris qu'il fallait rentrer le plus tôt possible dans la vie active. Il rejoint donc en 1970, à 18 ans, la Banque de l'Union Européenne Industrielle et Financière. C'est là-bas, pendant 5 longues années, que Vincent Bolloré fait ses armes. Il travaille d'arrache-pied et devient rapidement l'un des meilleurs employés de la banque. En 1975, à 23 ans, il obtient son doctorat de droit et quitte la banque où il travaillait pour rejoindre la prestigieuse compagnie financière d'Edmond Rothschild en tant que directeur adjoint. Tout semblait sourire à ce jeune prodige, mais en parallèle de cette ascension fulgurante, l'entreprise familiale connaît de grandes difficultés. En 1980, elle se retrouve même au bord de la faillite et Vincent Bolloré fait alors face à un dilemme. Continuer la prestigieuse carrière en finance qui lui semblait destinée,
ou bien tout plaquer pour reprendre l'entreprise familiale. Et je ne vous apprends rien, c'est ce second choix qu'a fait Vincent Bolloré. Sa décision a notamment été motivée par le fait qu'il ne voulait pas que le nom Bolloré disparaisse du paysage entrepreneurial. Son nom de famille valait bien plus que sa carrière en finance. Et ça d'ailleurs, c'est un trait de caractère très intéressant de Vincent Bolloré. Pour lui, sa réussite personnelle passe inévitablement par une réussite familiale. Il dit d'ailleurs lui-même qu'il n'est simplement que le maillon d'une chaîne et que son rôle est de transmettre le flambeau à la future génération. Et donc en 1981, avec son frère Michel Yves, il prend la tête des papeteries Bolloré avec un objectif en tête, éviter la faillite de l'entreprise à tout prix. Il recentre les activités du groupe, convainc les employés de baisser drastiquement leur salaire et en quelques années à peine, il redresse de manière assez spectaculaire une entreprise pourtant promise à la liquidation judiciaire. À cette époque, il se rapproche également d'un homme qui va beaucoup l'aider lors de son ascension, Antoine Bernheim. Alors je pense pas que ce nom vous dise grand chose, mais sachez que Bernheim c'est l'un des hommes d'affaires les plus importants en France au XXe siècle. Surnommé le parrain du capitalisme français, il est notamment connu pour avoir été le mentor de Bernard Arnault et a aidé ce dernier à débuter son empire. Et Antoine Bernheim ne va pas aider que Bernard Arnault, il va donc aussi prendre sous son aile Vincent Bolloré et l'aider à développer le groupe familial. Sous les conseils de Bernheim, Vincent Bolloré non seulement sauve le groupe de la faillite, mais le fait également évoluer de manière assez incroyable. Il concentre notamment les activités des entreprises Bolloré autour de la production de sachets de thé et de films de polypropylène qui sont ces espèces de films plastiques. Bref, ça marche super bien et en 1985, 4 ans à peine après avoir sauvé le groupe de la faillite, le groupe Bolloré rentre en bourse sous le nom de Bolloré Technologies. C'est un exploit colossal et la France entière va alors pour la première fois entendre parler de ce jeune homme d'affaires très ambitieux. L'histoire de l'héritier qui sauve l'entreprise familiale de la ruine pour la mener vers les sommets fait mouche et Vincent Bolloré devient le symbole de la réussite à la française. En 1987, il est sacré manager de l'année par le magazine Le Nouvel Économiste et gagne alors de nombreux surnoms comme celui de Petit Prince du cash flow, surdoué des affaires ou bien gendre idéal du business français. Tant de surnoms élogieux qui ne rivalisent néanmoins pas avec celui qui porte aujourd'hui, celui de milliardaire le plus influent de France. Pour gagner le titre de milliardaire le plus influent de France, il faut pas seulement être riche, non, il faut suivre plusieurs étapes bien précises. Et si Vincent Bolloré a suivi la première étape sans trop de difficultés en naissant dans une famille très aisée, la seconde étape semblait déjà plus compliquée, car il faut désormais s'affranchir des frontières physiques de l'Hexagone pour s'imposer partout dans le monde. Et ça, Vincent Bolloré va très vite le comprendre. Dès 1986, sur les conseils d'Antoine Bernheim, il rachète à Suez la SCAC, une société de transport présente en Afrique qui jette la première pierre de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Bolloré Énergie. Le rachat de la SCAC est un grand succès et Vincent Bolloré se dit alors que l'Afrique représente l'avenir de son groupe et que sa réussite passera inévitablement par ce continent. Après la SCAC, Bolloré décide donc de racheter la compagnie maritime française Delmas Vieljeux, spécialisée dans le transport de marchandises vers l'Afrique. C'est un échec, un gros échec même. Le patron de l'entreprise, un vieux briscard de la France-Afrique du nom de Tristan Vieljeux, ne se laisse pas faire et rend l'acquisition de Delmas Vieljeux très compliquée. Passé à 2 doigts de la faillite à cause de ce rachat assez bourbier, Vincent Bolloré arrive cependant à maintenir le cap. Pas refroidi par l'échec du rachat de Delmas Vieljeux, il va au contraire intensifier son rachat d'entreprises présentes en Afrique. Surtout qu'à cette même époque, des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale vont pousser les pays africains à avoir recours à la privatisation et donc à permettre à des entreprises comme celle de Bolloré de prendre le contrôle d'infrastructures ultra stratégiques. Au cours de la décennie 90, le groupe Bolloré s'implante peu à peu en Afrique et obtient plusieurs concessions importantes dans l'ouest du continent. Mais c'est en 1996 que tout va véritablement changer et que l'entreprise de Vincent Bolloré va réellement changer de dimension. Je vous donne le tableau. D'un côté, on a Édouard de Rips, financier vieillissant et dirigeant du groupe Rivo. C'est un gigantesque empire financier implanté en Afrique et en Asie dans lequel s'entremêlent des centaines de sociétés et holdings qui gèrent des dizaines de milliards de dollars. Et de l'autre côté, on a Vincent Bolloré, étoile montante du monde des affaires et surtout très ami avec Édouard de Rips, ce dernier le considérant même comme son fils spirituel. Bon, maintenant que je vous ai fait les présentations, retournons en 96. À ce moment-là, Édouard de Rips et le groupe Rivo sont en difficulté, mais genre vraiment en difficulté. L'une des entreprises dont le groupe est actionnaire, Air Liberté, est au bord de la faillite. Les bureaux de Rivo sont même perquisitionnés et c'est l'entièreté du groupe qui menace de s'effondrer. Et ça, Vincent Bolloré, il va rapidement le comprendre. Lui, qui était actionnaire minoritaire dans le groupe Rivo depuis presque 10 ans, va voir dans ses déboires financiers une véritable opportunité de faire main basse sur la majorité du groupe. Il passe alors à l'offensive en septembre 96 en mettant Édouard de Rips devant ses responsabilités et l'accusant devant tous les actionnaires d'être responsable de la situation d'Air Liberté. De Rips est contraint de démissionner de son poste et Vincent Bolloré prend la présidence de la Banque Rivo, une importante filiale du groupe. Une grosse victoire donc, mais le milliardaire breton ne compte pas s'arrêter là. Pour pouvoir faire main basse sur l'intégralité du groupe
groupe Rivaux, il a besoin de récupérer les parts d'Edouard Ribs. Alors, pendant des mois, patiemment et méthodiquement, il va mettre Édouard de Ribs en porte-à-faux, en le poussant dans ses derniers retranchements et en le forçant à lui vendre ses parts du groupe Rivaux. Et cette stratégie va payer. Au bout de plusieurs mois de lutte, de Ribs sera obligé au printemps 97 de vendre ses actions à Vincent Bolloré contre la somme de 400 millions de francs. Un montant juste ridicule pour un groupe qui à ce moment-là valait dans les 15 milliards. C'est un véritable coup de maître de la part de Bolloré qui va d'ailleurs faire grand bruit dans le monde des affaires. On parle de putsch de velours ou encore d'OPA psychologique, autant de qualificatifs pour une opinion unanime. Avec l'acquisition du groupe Rivaux, Vincent Bolloré est rentré dans la cour des très grands. Fini le petit prince du cash flow, place désormais un véritable requin des affaires disposant d'une puissance de frappe titanesque et surtout internationale. Car oui, en faisant main basse sur le groupe Rivaux, Vincent Bolloré a accéléré de manière titanesque sa présence à l'étranger. Il récupère des centaines de milliers d'hectares de plantations en Afrique et en Asie, des sociétés implantées littéralement partout dans le monde et une puissance financière inédite pour lui. Il réorganise alors massivement le groupe Rivaux et vend notamment de nombreuses filiales jugées trop coûteuses et pas assez lucratives. Il utilise ensuite l'argent de ses ventes pour continuer à étendre les activités de son groupe au maximum et va accélérer sa présence en Afrique. Il se concentre notamment sur la gestion des infrastructures portuaires et ferroviaires. À la fin des années 90, il fait par exemple main basse sur la concession de Sitarail, la société ferroviaire qui exploite la ligne Ouagadougou-Abidjano, mais aussi sur la concession de Camrail au Cameroun, devenant le principal transporteur ferroviaire d'Afrique de l'Ouest. Vincent Bolloré devient aussi un acteur important de l'industrie du tabac en Afrique, en contrôlant notamment Coralma, groupe qui à l'époque était l'unique producteur de tabac dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et si Vincent Bolloré arrive à s'implanter aussi rapidement en Afrique, c'est pas seulement car il a beaucoup d'argent. Bon certes, ça aide beaucoup, mais si le milliardaire breton arrive à être autant présent en Afrique, c'est surtout car il a compris et appris un principe fondamental du monde des affaires. Avant de lancer quelconque projet, assurez-vous toujours d'avoir les politiques dans votre poche. Pour devenir l'homme d'affaires le plus influent de France, il n'y a pas vraiment de secret. Vous devez à un moment ou un autre passer par la case politique. Que ce soit pour vos intérêts financiers ou bien idéologiques, il est primordial de toujours entretenir de bonnes relations avec le pouvoir en place. Et ça, Vincent Bolloré, il l'a parfaitement intégré. En fait, dès son plus jeune âge, il va comprendre l'intérêt d'avoir des relations privilégiées avec les politiques. En même temps, comme on l'a vu dans la première partie, son père, Michel Bolloré, lui a donné la marche à suivre, car ce dernier était un ami proche de Georges Pompidou. Suivant l'exemple de son paternel et profitant de son réseau déjà bien établi, Vincent Bolloré va donc dès son plus jeune âge se rapprocher du monde politique. Il intègre les cercles les plus privés, notamment entreprises et cités, fréquente des députés et des maires comme son ami Jean-Louis Borloo et surtout se rapproche des nouvelles figures montantes de la droite française, notamment Nicolas Sarkozy dont il deviendra très proche. Et d'ailleurs cette amitié qui va se créer entre Vincent Bolloré et Nicolas Sarkozy va grandement profiter à l'homme d'affaires dans les années 90, mais surtout dans les années 2000 quand Sarkozy devient président. Car avoir l'un de ses amis qui dirige l'un des pays les plus puissants de la planète, c'est tout de même quelque chose d'assez agréable. Vincent Bolloré prête d'ailleurs son jet et son yacht privé personnel au président, chose qui d'ailleurs sera énormément pointée du doigt à l'époque. Et pour remercier son si cher ami, Nicolas Sarkozy de son côté n'hésitera pas à aider Bolloré à étendre son empire dès qu'il le pouvait. Au début de son mandat présidentiel, il va notamment faire une fleur au milliardaire breton en lui permettant de faire main basse sur la concession portuaire togolaise de Lomé. Sarkozy aurait fait pression sur le président togolais de l'époque pour que cette concession soit cédée à Vincent Bolloré et non pas à son rival Jacques Dupuy-D'Auby. Et d'ailleurs en parlant de ça, si Vincent Bolloré a su tisser un réseau d'influence colossal au sein de la politique française, c'est également le cas en Afrique, où le milliardaire est devenu très proche de la plupart des dirigeants africains. Macky Sall, président du Sénégal, Omar Bongo, président du Gabon, Forna Sambé, président du Togo, Paul Biya, président du Cameroun, ou bien Alpha Condé, président de la Guinée, voici une liste non exhaustive des dirigeants africains qui entretenaient des relations privilégiées avec Vincent Bolloré. Au fil des ans, le milliardaire breton s'est créé un carnet d'adresses considérable au sein de la politique africaine, permettant à ses entreprises de prospérer massivement. Il obtient notamment grâce à ses contacts de nombreux contrats juteux, comme des concessions portuaires et ferroviaires. Mais bon, si je fais un récapitulatif, Vincent Bolloré est né dans une grande famille, a développé son groupe à l'international et fréquente les élites politiques de nombreux pays. Pour quelqu'un comme vous et moi, réaliser ces trois choses, c'est déjà mission impossible, mais pour un milliardaire lambda, c'est la routine. La plupart des milliardaires sont présents à l'international, gagnent des sommes astronomiques et font ami-ami avec les politiques. Alors, qu'est-ce que Vincent Bolloré a de si spécial? Pourquoi est-il considéré comme le milliardaire le plus influent de France? Qu'a-t-il ou que fait-il que les autres ultra riches ne font pas? Eh bien, c'est simple, Vincent Bolloré est un empereur médiatique.
En France, il existe 7 milliardaires qui contrôlent la presse, et je vais pas revenir sur comment une telle chose a été possible car j'en ai fait une vidéo complète que vous pouvez retrouver juste ici. Et parmi ces milliardaires qui possèdent des empires médiatiques, il y en a un qui se démarque clairement du lot, Vincent Bolloré. Bon, d'une part parce que Vincent Bolloré possède des médias absolument partout. Presse écrite, télé, radio, chaque jour c'est des millions de Français qui consomment le contenu des médias du milliardaire breton. Et d'autre part car Vincent Bolloré a une véritable idéologie définie que l'on peut voir transparaître au travers de ses différents médias. Alors bon, qu'on soit très clair, presque tous les groupes médias en France suivent une idéologie. Les médias de Daniel Kretinsky, Rodolphe Saadé ou Bernard Arnault sont tous autant subjectifs que ceux de Vincent Bolloré. Mais la différence avec ces autres médias, c'est justement la ligne idéologique des médias de Vincent Bolloré. Une ligne assez conservatrice, patriote et visant à promouvoir des idéologies politiques plutôt de droite, voire d'extrême droite. Mais ça va même au-delà d'une simple idéologie. Depuis quelques années, Vincent Bolloré est décrit comme un véritable faiseur de roi qui permettrait justement à des politiques de droite ou d'extrême droite de voir leur carrière décoller. Il ne fréquente plus seulement les politiques, non, il les crée désormais de toutes pièces. Mais alors, comment une telle chose a-t-elle été possible? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'histoire de Vincent Bolloré avec les médias a commencé il y a pas mal d'années déjà, mais pendant assez longtemps, il n'existait pas vraiment d'idéologie politique définie au sein de son empire. Si vous regardiez Touche pas à mon poste en 2015, on n'y parlait pas vraiment politique, immigration et identité française tous les jours. De même pour CNews, anciennement iTélé, qui n'était pas aussi ancré politiquement à droite et n'était pas source de polémique en tout genre. En fait, si on doit vraiment dater le virage idéologique pris par les médias de Vincent Bolloré, c'est généralement l'année 2019 qui est choisie. C'est en effet cette année-là qu'il lancé l'émission Face à l'info sur CNews avec Christine Kelly et surtout l'essayiste Éric Zemmour. L'arrivée de ce dernier fera grandement polémique et marquera surtout le début d'un changement de direction des médias de Vincent Bolloré. Déjà d'un point de vue audience, l'arrivée de Zemmour fait décoller CNews et la chaîne passe en quelques mois d'un acteur médiatique de seconde zone à une des chaînes les plus regardées de France. Mais surtout, l'arrivée de Zemmour amorce réellement ce qu'on peut appeler la droitisation, voire l'extrême droitisation des médias de Bolloré. Des nouveaux animateurs jugés conservateurs débarquent sur CNews comme Charlotte Dornelas, Mathieu Bock-Côté et Eugénie Bastier. Mais c'est pas tout. En dehors de CNews, c'est tous les autres médias de Vincent Bolloré qui vont se métamorphoser. À commencer par C8 et son émission phare Touche pas à mon poste qui va peu à peu faire évoluer sa ligne éditoriale pour passer d'une émission de divertissement à un véritable talk-show politique. Cette droitisation, voire extrême droitisation des médias de Vincent Bolloré s'accélère en 2021 alors que le journaliste star de CNews, Éric Zemmour, est pressenti pour devenir candidat à la présidentielle. On assiste alors à la mise en marche d'une véritable machine médiatique visant à promouvoir le candidat via notamment de nombreuses interventions de Zemmour sur les différentes chaînes de Bolloré. Mais le milliardaire breton, lui, s'est toujours défendu de ces accusations et a toujours expliqué qu'il avait jamais cherché à créer Zemmour et que ses médias étaient victimes d'un acharnement injustifié. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, Éric Zemmour échouera à se faire élire et sera éliminé dès le premier tour des présidentielles avec 7% des voix. On aurait alors pu penser que cet échec signerait la fin du projet politique de Vincent Bolloré, mais non, ce fut même tout le contraire. Car si Éric Zemmour a bien perdu la présidentielle, ses idées, elles, ont gagné leur place dans le débat public. Et comprenant que l'essayiste n'avait en réalité aucune chance de gagner et que son parti était voué à l'échec, Vincent Bolloré va légèrement changer son fusil d'épaule pour se rapprocher d'un autre parti politique controversé, le Rassemblement National. Originellement assez hostile au parti fondé par Jean-Marie Le Pen, notamment en raison de son programme économique jugé trop de gauche, Vincent Bolloré va finir par se laisser convaincre que le RN était le parti le plus en adéquation avec sa ligne médiatique. Contrairement à Zemmour, le RN est un peu plus mesuré et compte parmi ses membres des personnalités très appréciées de Vincent Bolloré, notamment le jeune Jordan Bardella. Tout comme il l'avait fait avec Éric Zemmour et son parti Reconquête, Vincent Bolloré va donc peu à peu mettre son armada médiatique au service du RN. Armada médiatique qui d'ailleurs s'est aujourd'hui considérablement élargie, avec l'arrivée en 2023 du JDD, d'Europe 1 ou de Paris Match dans l'escarcelle de la galaxie Bolloré. Et très récemment, avec les élections européennes puis les élections législatives, on a eu le droit à une démonstration de force de cet arsenal médiatique. Car si la présidentielle de 2022 était un crash test un peu fouillis, les élections européennes puis législatives de 2024 ont été maîtrisées quasi de bout en bout par les médias de Bolloré. Radio, télé, presse écrite, réseaux sociaux, tous les jours c'est des millions et des millions de Français qui ont été exposés à l'empire du milliardaire breton. Et le plus impressionnant, c'est que Vincent Bolloré, c'est le seul qui fait ça. C'est le seul dont le groupe médiatique soutient presque ouvertement le Rassemblement National. Alors que tous les autres médias font front commun contre le parti, Vincent Bolloré, lui, au contraire, n'a pas peur d'aller à contre-courant de ce que les autres disent. Il a une idéologie, il ne s'en cache pas, et il l'assume. Oui, son empire médiatique est le seul à être ouvertement favorable aux idées de droite et d'extrême droite, et défavorable aux idées de gauche et du parti présidentiel. Et c'est là où réside la vraie influence de Vincent Bolloré. Comme il est globalement le seul à
à avoir des médias de droite? Eh bien, il influence à lui tout seul toute cette partie de la politique française. Et quand on voit les derniers résultats des législatives, c'est encore plus marquant. Les quelques 140 députés du Rassemblement national ont été représentés pendant la campagne presque uniquement par les médias de Vincent Bolloré. Le milliardaire breton a réussi l'improbable exploit d'établir un monopole de toute une idéologie politique du pays. Aujourd'hui, les gens qui votent RN en France, et ça représente plus de 10 millions de personnes, consomment presque uniquement les médias de Vincent Bolloré, mais non pas car ils les apprécient forcément, mais parce que c'est globalement les seuls à défendre leurs idées. Vincent Bolloré aujourd'hui, c'est pas un simple milliardaire, c'est un symbole politique à lui tout seul. Pour des millions de personnes, c'est un héros qui permet à leurs idées d'exister, alors que pour d'autres, c'est un individu dangereux qui utilise ses médias pour propager son idéologie. Et Vincent Bolloré va même encore plus loin que ces médias et s'investit désormais directement dans les événements politiques français, comme avec les dernières législatives. C'est lui qui a rencontré le président des Républicains Éric Ciotti pour le convaincre de s'allier au Rassemblement national. Rendez-vous compte de cela, Vincent Bolloré a outrepassé tout ce qu'on attendait de quelqu'un de sa stature. Il va plus loin que n'importe quel autre milliardaire et n'hésite pas à personnellement s'investir dans la vie politique française. Et le plus fou, c'est que personne n'est capable de dire où s'arrêtera Vincent Bolloré. Quelle est la prochaine étape? Son empire médiatique va-t-il continuer à s'étendre? Les récentes élections législatives vont-elles encore augmenter l'influence de Bolloré sur la vie politique française? Nul ne le sait réellement. Vincent Bolloré est insaisissable et bien malin qui pourra prédire son prochain coup. En même temps, un titre comme celui de milliardaire le plus influent de France, ça n'est pas donné à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Aujourd'hui j'ai voulu tester quelque chose d'un peu différent. J'avais pas envie de vous raconter la biographie de Vincent Bolloré, mais vraiment vous expliquer comment et pourquoi ce milliardaire était si influent. Vincent Bolloré est un personnage qui cristallise l'opinion publique, dont on parle tous les jours, mais dont en réalité on connaît que trop peu de choses. J'espère donc que ce petit guide pour devenir le milliardaire le plus influent de France vous a plu et vous aura donné des idées si vous aussi vous voulez un jour prétendre à ce titre. Dites-moi dans les commentaires si le concept vous a plu et peut-être que je referai ce genre de format pour d'autres personnalités. De toute façon vous me connaissez, je me limite à aucun sujet. En tout cas, merci encore pour tout votre soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, je lis tous vos messages. Également, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, et moi je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.